Et ce traitement des lésions endoparo est intéressant. Alors, on verra tout d'abord le problème du diagnostic des lésions endoparo, du diagnostic du traitement endodontique et chirurgical, le problème des perforations, parce que lorsqu'on parle d'endoparo, la perforation est une création d'une lésion endoparo, et puis on a aussi certains types de résorptions, surtout les extracanalaires envahissantes, qui sont des résorptions endo et paro. En fait, lorsqu'on parle d'endoparo, il faut toujours se rappeler le schéma de l'endo traditionnel. On est propre, on est étanche, on est fermé au niveau coronaire. Tout guérit spontanément. Lorsqu'on a des problèmes endoparo, donc ça c'est ce qu'on garde en tête. Lorsqu'on a des problèmes endoparo, on va avoir ici des structures comme ici qui vont disparaître au niveau de la furcation. Et on va toujours avoir à poser le diagnostic, est-ce que c'est un problème endo ou est-ce que c'est un problème paro? Là, il est évident que lorsqu'on fait le traitement endo et qu'on s'aperçoit qu'on a plein de petits canaux latéraux, des isthmes, etc., bah, effectivement, on imagine que le problème était purement endo et que ça va se régénérer tout seul. Ça, c'est des images en microscopie de canal latéral, et puis si un jour où une coupe scan passait pile par un canal latéral. Alors, il est évident que là, ça va guérir tout à fait spontanément. La régénération osseuse va se faire de manière tout à fait spontanément. Et ça, des diapositives qui m'avaient été confiées par Jean-Marie Le Richesse, qui avait travaillé en microscopie vitale sur le rat pour déterminer et mettre en évidence cette microcirculation pulpaire au niveau de la pulpe, ce qui était particulièrement intéressant puisqu'il a mis en évidence qu'il y avait des artères et des veines, et qu'on était, avec le poumon, la seule, c'est la seule partie de l'organisme où la circulation est terminale d'une part, où on a des shunts artério-veineux comme dans les poumons, donc le passage d'un système artériel à un système veineux, le système veineux facilitant le drainage au niveau des lésions. Et c'est pour ça que lorsqu'on a des dents qui sont à moitié vivantes, canal vivant, canal nécrotique, c'est toujours le canal vivant qui a dominante veineuse, qui restera vivant. Et quelquefois, ces patients qui ont les fameuses pulpites où ils ont envie de se taper la tête dans les murs, vous ouvrez, vous tombez sur un canal nécrotique et un canal vivant. Et très souvent, c'est cette combinaison des deux qui déclenche la bombe. Là aussi, on a une dent qui est nécrotique, sous un inlay, disparition de la corticale externe. Là aussi, donc parce que bactériémie, contamination bactérienne au niveau du canal. Et là, on ne va pas être surpris et on imagine bien qu'il doit y avoir une communication entre l'endodonte et le parodonte et que quand on va obturer, ben on va avoir cette communication, cette obturation du canal latéral en rapport avec la furcation et ce qui va permettre de manière tout à fait spontanée la guérison de la lésion parodontale mais d'origine endodontique. Là aussi, un cas terminal de lésion endoparo. Qu'est-ce qu'on fait? On garde ou pas? C'était le père d'une de mes étudiantes à l'époque où j'étais à la fac. Et bon, il y avait tellement de choses à faire. J'avais programmé l'extraction, puis je me suis dit, bon, il y a tellement de choses à faire. J'ai mis l'hydroxyde de calcium dans la dent, puis je me suis dit, on verra. J'ai eu une gencive violette tuméfiée. La semaine d'après, c'était beaucoup moins inflammatoire. J'ai remis de l'hydroxyde de calcium, j'ai laissé. Et chose un petit peu étonnante, vous avez toute la structure osseuse qui s'est reformée en un an. Il a été possible d'obturer définitivement et même d'utiliser cette dent comme pilier prothétique. Et voilà le contrôle à 10 ans. Discutable, est-ce qu'on aurait pu basculer en implant? Bon, on a choisi, regarde, la santé gingivale n'était pas trop mal. On a préféré opter pour la prothèse à ce moment-là.